Bon, ben, on va peut-être pas tarder à commencer alors. Bon, alors, on va commencer. Donc, là, donc j'avais fait la dernière fois là, toute une liste un petit peu à la Prévert. Et donc, aujourd'hui, on va parler de la structure syntaxique de la phrase. Comme c'est un atelier, je compte sur vous pour participer. Je n'ai pas envie de faire un cours. Je vais vous donner, je vais donner quelques déjà, on va partir de quelques phrases. Et puis on va essayer de raisonner sur ces phrases. Alors, si je dis je suis ému par l'amour des hommes, je dis je suis ému par l'amour des hommes, ou je suis ému par la haine des hommes, eh bien, cette phrase, suivant comme elle prend deux sens complètement différents, suivant comment je la prends au niveau syntaxique. C'est-à-dire le D de des hommes. Est-ce qu'il s'agit d'un génitif objectif ou subjectif? Est-ce que ce sont les hommes qui s'aiment entre eux ou qui se haïssent entre eux, ou est-ce que c'est moi qui est envers les hommes de la haine ou de l'amour? Donc là, on voit que ce qui se joue là est purement syntaxique. C'est-à-dire que si, en tant qu'analyste, on pointe une équivoque signifiante, l'équivoque signifiante va porter sur la syntaxe. Si je vous dis la souris sur mon bureau est en panne, et si je vous dis la souris sur mon bureau mange du fromage, on voit que là encore il y a... Ça peut être une souris cyborg, aussi. Voilà, ça peut être ça, mais le plus de chance, c'est que c'est une vraie souris que je vais pouvoir peut-être attraper avec une tapette. Alors, j'ai entendu que... Un autre exemple, c'est un petit peu un catalogue, mais tant pis, après on verra. On verra ce qu'on va en tirer. J'ai entendu que lorsque Françoise Giroud a démarré l'Express, comme elle avait un petit peu inventé quasiment le terme de la nouvelle vague au niveau, je crois, de plus de l'écriture que du cinéma, elle avait mis comme sous-titre à son journal l'Express, l'hebdomadaire de la nouvelle vague. C'était très joli, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que c'était totalement contre-productif. Parce que si c'est un journal de nouvelles et que les nouvelles qu'ils donnent sont des nouvelles vagues, ça la fout très très mal. Donc ils ont été... Eh oui, je veux dire, un journal, il est censé... Oui, mais quand même, c'est une équivoque signifiante. Un journal, il est censé donner des nouvelles précises et pas des nouvelles vagues. Sauf s'il y a un débit, mais... Oui, bien sûr, mais enfin, après, tout le monde peut jouer avec ça, également, ce que j'avais repéré au moment où le service militaire a cessé d'être obligatoire, le génial ministre de la Défense avait donc mis en place un système pour les jeunes pour passer 3 jours en service militaire pour apprendre un petit peu. Et comment il a appelé ça? Il a appelé ça le rendez-vous citoyen. Ce qui est un joli nom, pourquoi pas? Sauf qu'un militaire, un militaire qui met en avant rendez-vous citoyen, c'est presque la cour martiale. Et ça a marché pendant des années, ça s'est appelé le rendez-vous citoyen.
Donc là aussi, il y a une ambiguïté. Alors après, il y a d'autres... Alors là aussi, regardez cette phrase assez marrante. Je vois la table de la cuisine. Bon, bah oui, je vois la table de la cuisine. Je l'aperçois de la cuisine. Alors voilà, est-ce que c'est la table qui est dans la cuisine que je vois, ou est-ce que je suis dans la salle à manger et que je vois la table qui est dans la cuisine? Donc là, vous voyez, il y a encore une ambiguïté complètement syntaxique, qui a un impact évidemment au niveau du signifié. Ça ne veut pas du tout dire la même chose. Mais comment on fait chez les Anglais qui n'ont pas ces subtilités-là? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a d'autres ambiguïtés. Ça tombe pas forcément sur les mêmes, quoi. Mais forcément, il y en a, puisque c'est lié à la structure. L'équivoque signifiant, ce n'est pas comment est-ce que tu l'as trouvé, ce livre? Ah tu l'as trouvé, ou bien tu l'as aimé, ou bien tu l'as trouvé dans une librairie. Hein? Et il y avait cette chanson de Bobby Lapointe. Il s'était fait mal dans la rue, mais on l'a soigné autre part, alors il est mort. Ce qui est tout à fait logique. Encore une autre phrase. Paul alourdit son sac de 2 kilos. Alors, est-ce qu'il a rajouté 2 kilos dans son sac, ou est-ce qu'il portait 2 sacs et qu'il y en a un qui pesait 2 kilos et sur lequel il a rajouté un caillou dedans? Également, dans le temps, j'ai connu un jeune homme dont le nom de famille c'était Einstein. C'était comme ça, hein. Et là, ses parents l'ont appelé Franck. Et ça a eu des conséquences sur sa vie manifestes. Hein. Il en a inventé. Oui, alors, encore une autre phrase. J'ai frappé l'homme avec un gourdin. Est-ce que j'ai donné un coup de poing à un homme qui avait un gourdin à la main pour me défendre, ou est-ce que j'avais moi un gourdin et je lui ai tapé dessus? Le pilote ferme la porte. Oui. C'est un pilote d'avion ou autre qui ferme la porte. Oui, mais ça peut être aussi un pilote qui est hyper costaud et qui la porte. Hein? Le pilote ferme, il est ferme, le pilote ferme, mais la porte, sa femme ou sa... Hein? Ou sa valise. Ou sa voisine. Et puis regardez cette phrase aussi. Ça s'écrit exactement pareil. Ça, ce que tu me donnes, j'en veux plus. Ou alors oui, j'en veux plus. Ça s'écrit exactement pareil. PLUS. Mais en français, on est obligé de dire plus ou plus. Et ça veut dire exactement le contraire. Hein. Oui, si, elle est au niveau de l'écrit, puisque ça s'écrit pareil. Si dans un livre, on lit j'en veux plus, PLUS, ça va dépendre, et c'est ce qu'on va dire après, ça va dépendre de ce qui s'est dit avant. Sauf que dans j'en veux plus, quand c'est la forme négative, la forme réelle, c'est je n'en veux plus. Oui, sauf que avec les défauts en langage oral, voilà, les subtilités grade de 39 qui n'existent pas toujours. Alors, il y a un texte que justement j'ai entendu ce matin, que vous connaissez peut-être. Ça s'appelle Un mot pour un autre de Jean Tardieu. C'est assez exceptionnel. C'est tout un texte où il n'y a pas un seul mot qui est juste. Et ça raconte l'amour de 2 personnes et qui en aime une troisième. Et ça raconte tout un dialogue où il n'y a pas un seul mot qui correspond au mot standard. Mais néanmoins, on comprend l'histoire. Et pourquoi on comprend l'histoire? On comprend qu'il y a un amoureux, puis un amoureux est conduit, mais que l'autre il préfère, enfin bon, tout un jeu comme ça. Comment ça se fait? On le sait. Pourquoi? Parce qu'il y a la syntaxe. La syntaxe est maintenue. Par exemple, également,
s'appelle ce texte? Ça s'appelle Un mot pour un autre de Jean Tardieu. Également, il y a ce jeu. C'est bien tombé. Là, j'étais en train de préparer ça, et puis ce matin, il y a toute une émission en ce moment sur France Culture toute la semaine sur la parodie. Et donc l'équivoque signifiante. Et donc il donnait, je trouvais que ça tombait très très bien. Et il donnait un autre exemple de l'Oulipo, où on prend, vous savez, vous prenez un titre, et puis vous prenez un dictionnaire standard et vous allez chercher 5 mots ou 7 mots plus loin. Hein, et donc le titre, alors c'est dommage, je ne l'ai pas noté, mais enfin c'était en gros, c'était un titre d'un conte de La Fontaine qui disait la citrouille et la formica, disons. Donc automatiquement on tombe sur la cigale et la fourmi. Hein, c'était pourquoi? Parce qu'il y a la structure de la syntaxe et il y a les premières lettres, les premiers phonèmes des deux, et automatiquement pour nous c'est la cigale et la fourmi, même si les mots ne sont pas là. Là encore c'est la syntaxe. Alors ce qu'on peut déjà dire un petit peu sur parce que donc toutes ces phrases elles sont ambiguës. Et qu'est-ce qui lève l'ambiguïté? Eh bien, c'est l'état antérieur. Hein, le pilote ferme la porte. Bon, s'il y a 3 phrases avant, on sait très bien si c'est un pilote d'avion qui s'est fâché, qui a claqué la porte, ou bien s'il a son amoureuse et qu'il est en train de la porter dans les bras. Hein, et ça, c'est là où ça nous intéresse, parce que du fait qu'un état courant à l'instant T a ces degrés de liberté qui sont contraints et limités par les états antérieurs. Hein, c'est vraiment en fonction de 1, 2 ou 3 états. À un moment donné, on sera amené peut-être à l'écrire même mathématiquement, ce nombre d'états antérieurs qui sont nécessaires à cet entonnoir qui nous amène à la phrase qu'on est en train de prononcer ici et maintenant. Hein? Oui. Le sens est donné par rétroaction. Et ça veut dire que s'il y a un signifiant S1, enfin une phrase S1, il y aurait un signifiant précédent. Oui, voilà. Le signifiant n'existe jamais seul. Oui. Et l'acquisition du sens, elle est limitée par ces états antérieurs, par une rétroaction sur les états antérieurs. Le sens d'une phrase, il est saisissable que après coup. Il faut attendre la fin de la phrase. Voilà, oui, non, on va effectivement en venir à cette dimension-là, mais le choix du sens, et c'est là où le travail analytique est fondamental, c'est que justement, lorsque l'analyste écoute, il ne va pas nécessairement, sur la fin de la phrase, entendre le même choix de sens que celui que disait l'analysant. Et simplement de pointer que bah oui, vous parlez de l'amour, de la haine des hommes, mais c'est quoi? C'est les hommes qui se haïssent entre eux, ou c'est vous qui les haïssez, ces hommes? C'est tout de suite, ça donne une dimension complètement autre, et c'est ces fameux quarts de tour dont parle Lacan, hein, dans l'interprétation. Hein. Et toutes ces interprétations, elles fonctionnent sur l'équivoque signifiante. Hein. Ça interroge la position subjective de celui qui parle. Voilà, ça renvoie, et c'est là où on va effectivement aller, c'est effectivement que ça renvoie sur cette conclusion qui arrive en fin de phrase. Eh bien, on revient sur le début de la phrase, et comme dans la plupart des phrases, le début de la phrase commence par le sujet, ça renvoie au sujet de la phrase, au sujet de l'énonciation. On voit pas le contexte.
Oui, mais le contexte, il fait... Voilà. Oui, bien sûr, justement, en ceci que le contexte, c'était les phrases avant. Le contexte, il a été énoncé auparavant. Donc il y a eu des phrases qui... Et alors donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le sujet de cette phrase en question, je suis ému par la haine des hommes, eh bien, ce je qui est là, je suis ému, eh bien, il fait référence... c'est le shifter, c'est ce qui a accompagné l'énonciation du sujet au cours des phrases précédentes, qui s'est arrêté au moment du point final de la phrase précédente et qui redémarre sur le je suis ému. Hein, il y a à nouveau un sujet qui est là. Hein, mais ce sujet, il est contraint. Ces degrés de liberté sont limités par les phrases qui ont été dites avant. Bon, on en parlera à un moment donné, là, quand sur le séminaire de la lettre volée, hein, où précisément, qu'est-ce qui fait Lacan dans l'addendum qu'il a fait en 66, c'est justement pour parler de ces automates qui sont des actualisations au présent de ce qu'était le passé. C'est-à-dire que je n'ai pas tout degré de liberté. Je n'ai pas toutes les libertés quand je parle. Mon discours est contraint d'abord par le fait que c'est un discours énoncé, et donc il y a du mensonge, disons, dans l'énoncé. Et d'autre part qu'il est contraint par les phrases précédentes qui ont été dites. Hein. Et ça s'écrit vraiment sous forme d'automate, c'est rigolo. Hein. On y viendra petit à petit. Alors, est-ce qu'on peut dire de la même façon parallèle, pourquoi que le sujet il est contraint par le symbolique qui le précède? Le sujet est contraint par... Oui, voilà, exactement. Exactement. Parce que qu'est-ce que c'est que le symbolique? C'est le jeu des signifiants du sujet qui était en train de parler et qui l'a contraint. Alors, maintenant, bon, est-ce que vous, avant que on continue, est-ce que vous avez des exemples ou des choses qui vous viennent comme ça un petit peu dans ce même sens, dans cette même direction, par hasard? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter? Ah, c'est un atelier, hein, bon. Alors, donc, déjà, quelles conséquences on peut tirer de ça? C'est qu'effectivement, cette détermination symbolique qui s'exprime là, c'est un fait de syntaxe. Hein. La plupart des exemples que je donnais déterminent des choix symboliques liés à la syntaxe. Ou pour le dire autrement, on pourrait aussi dire que la syntaxe ne ment pas, elle. Si le sujet, lui, il ment du fait qu'il parle, la syntaxe, elle ment pas. Le meilleur exemple, c'est effectivement un mot pour un autre de Tardieu. Quand j'écoutais ce matin à la radio, ça a duré au moins 3-4 minutes, hein, ce morceau de bravoure. Eh bien, où est-ce que j'entendais que ça ne mentait pas? C'était pas dans les mots employés, puisqu'il y avait toujours un mot pour un autre. Mais où ça ne mentait pas, c'était dans la syntaxe. Je pouvais attraper le signifié et l'espèce d'énoncé qui était là sous-jacent, simplement en écoutant la syntaxe des phrases. Et le mot qui remplaçait, il était choisi aléatoirement ou il y avait des trucs un petit peu comiques de temps en temps, quoi. Mais il y avait une règle de choix ou...
Ah bah c'est l'invention de Tardieu. Je pense que les mots n'étaient pas complètement choisis au hasard parce qu'il y avait des trucs assez drôles, mais c'était. J'ai malheureusement plus d'exemples en tête, mais c'est complètement. Oui, ça peut paraître tout à fait n'importe quoi à chaque mot choisi. Hein. Chou-fleur à la place de voiture, enfin tout comme ça. Hein. Oui, vas-y. Oui, je pensais à tous les effets de négation et aussi de mots qui portent en eux-mêmes une négation. Et donc toute la complexité, je pensais à simplement une toute petite phrase, c'est je n'en disconviens pas. Voilà. Par exemple. Là, oui, c'est une question de syntaxe parce qu'il y a une négation dans le mot qui est lui-même négativé. De négation égale une affirmation. Eh bien justement non. Eh bien justement non. Oui. Non mais justement ce qui est intéressant dans cette phrase je n'en disconviens pas, c'est que bien on sent qu'il y a du sujet derrière. Hein, je suis d'accord avec ce que tu dis. Bon ouais d'accord, c'est parce que c'est presque de l'amour et du narcissisme partagé. Ah je n'en disconviens pas. Mais en même temps, il y a je trouve qu'il y a une torsion, c'est là qu'elle sujet aussi. Il y a une torsion dans le mot disconvenir qui fait qu'on sent que la personne veut quand même, moi ce que j'entends aussi c'est que la personne veut encore quand même poursuivre la discussion. Voilà, alors... Elle ne revient pas pour autant. Voilà, on entend, voilà, c'est ça. Voilà, parce que justement, et là on est dans le processus justement où il me semble important d'opposer la dénégation, c'est-à-dire la Verneinung au sens de Freud. Première attaque. On a un tigre dans la maison. Donc, oui, d'opposer la dimension de dénégation avec la dimension de Bejahung, c'est-à-dire d'affirmation. Hein. C'est très important. Lorsque, en énonciation, je mets en avant directement une dénégation, eh bien, il y a des grandes chances que je sois dans une dimension de refouler ce qu'il en est de la... mais non, j'ai rien contre toi. Qu'est-ce que tu crois que j'ai contre toi? Ah bah, si présenté comme ça, il y a des grandes chances qu'il y ait un petit peu de haine et un petit peu de fâcherie vis-à-vis de l'autre. Mais en fait, c'est quand même la prosodie, le ton qui donne ce sens. L'énonciation. Bah, parce que vous avez dit comme mot, mais non, je n'ai rien contre toi. ça peut être dit d'une manière totalement discutée. Oui, alors, oui, mais justement, alors si on veut justement, pour répondre à cela, noter quelle pourrait être une autre position, effectivement, ça peut être lié à l'énonciation, au ton employé. Encore que si c'est par écrit, on ne sait pas le ton. Mais une autre façon de faire, qui rejoint l'exemple que tu donnais avant, qui serait de dire, compte tenu de ma véhémence, tu pourrais penser que je t'en veux, mais tu te trompes, c'est parce que je m'énerve facilement et là je n'ai rien contre toi. Vous voyez, il y a cette dimension qui avant cette dénégation, qui est une Bejahung, une affirmation, c'est-à-dire de se mettre à la place de l'autre pour lui dire, mais je ne disconviens pas que la façon que j'ai de dire les choses pourrait te paraître, je me mets à ta place, tu pourrais avoir la sensation que je suis en train de t'en vouloir vu comment je te parle, mais il s'agit d'autre chose, il s'agit que là je ne t'en veux pas. Hein? Mais quand même, ce qu'elle dit, c'est pas très bien, c'est qu'il y a du sens qui arrive avec l'énonciation. Absolument, absolument. Et là, du coup, c'est pas dans la structure syntaxique, c'est dans l'énonciation. J'ai resté dans la syntaxe de la voix, c'est pas le sujet. Mais c'est quand même dans quelque chose de matériel. Ouais. Comme sur la langue, la syntaxe elle est matérielle.
fait l'annonce, le son, le ton, comme que ce soit sématodial aussi. Bien sûr. Ça, c'est intéressant. Oui, je ne sais pas si on peut dire que c'est une syntaxe de la voix ou... C'est pour l'écriture en musique, bon, il y a les notes, et puis il y a toute une dimension, mais il y a une écriture et des noms qui s'est placé à un endroit bien précis pour la chanson, donc il y a une syntaxe. Oui, c'est voilà. Tu peux dire, le chat saute à côté de moi, sa patte sur la cuisse. Chassé par sa maîtresse, il me griffe en s'agrippant. J'ai un mal soudain fort, mais je suis bien accueillie, je n'en disconviens pas. Voilà. Voilà. Alors, c'est très intéressant cette phrase, à deux aspects, effectivement, sur la dimension où on voit bien qu'il y a un sujet qui se promène tout le long de la phrase. Mais en plus, et c'est justement la suite de ça dont je voulais parler maintenant, c'est que en la disant, cette phrase, vous avez fait des silences. Et ces silences sont tout à fait intéressants, parce qu'au moment de ce silence, on aurait pu mettre un point final. Et en mettant un point final, on vient retourner sur le début de la phrase. Hein. Et or, après ce silence, eh ben, la phrase se continue. Donc à ce moment-là, c'est un autre sujet qui apparaît. Et à nouveau, il y a un silence, donc il peut y avoir aussi un point. Et donc à nouveau, un retour sur le passé, c'est-à-dire un retour sur le début de la phrase, et avec création chaque fois d'un sujet. Donc il faut bien aussi là, quelle est la fonction de shifter, c'est-à-dire quelle est la fonction de glissement du sujet. Le sujet, il se promène pendant toute l'énonciation. Hein. Et c'est là où c'est une indication importante pour notre travail, c'est que dans la conception classique de la psychanalyse, on nous force, à nous focaliser sur ce qui était dans la partie objet de la phrase, ce qui vient après le verbe. Alors que Lacan nous a bien incité à remonter dans la phrase et à nous intéresser justement à cette succession de convolutions. Hein, comment on attrape le sujet qui avait démarré en même temps que la phrase, mais qui a accompagné la phrase, qui aurait pu s'interrompre. Hein. Et alors justement, c'était un peu une phrase du même ordre que je voulais... que j'avais écrit là, qui va être... Bon, hier j'ai vu la Lune. Point. Donc si je mets le point là, effectivement, il y a un certain sujet qui vient... Il y a un mouvement comme ça qui se fait au niveau du signifiant, qui revient. Il y a un énoncé de signifiant. Hier j'ai vu la Lune. Et il y a un certain signifié qui vient se reboucler dans l'autre sens pour attraper le jeu de l'énonciation. Hier, j'ai vu la Lune rousse. Donc, là, à nouveau, il peut y avoir un point. Et à nouveau, un sujet qui vient qualifier cette Lune. J'étais sensible à la couleur de la Lune. Elle est rousse. Donc, c'est pas le même sujet que celui qui a dit hier, j'ai vu la Lune. C'est un autre sujet. C'est celui qui a vu la Lune rousse. Hier, j'ai vu la Lune rousse comme annonce des intempéries. Donc là, c'est à nouveau un autre sujet qui est là. Pourquoi tu dis que c'est un nouveau sujet? Parce que le sujet est modifié. Mais c'est pas un autre sujet. Enfin, bon, disons qu'il est évanescent. Il est modifié par le signifiant. Voilà, et donc... Mais c'est pas un autre sujet. Si tu veux, disons qu'il est évanescent, en ceci qu'il n'est perceptible qu'au fil de l'énonciation. Et il n'est perceptible qu'au moment où on s'imagine qu'on a mis un point, hein, et ça, c'est tout à fait ce que vous avez fait en disant la phrase, hein, on a découvert une pulsation à chaque silence, en fait. Hein. Donc hier, j'ai vu la Lune rousse comme une annonce des intempéries, jouant avec le balai des nuages. Par exemple, point.
Donc, une dimension poétique très nulle, mais enfin, c'est quand même peu importe. Hier, j'ai vu la lune rousse comme une annonce des intempéries, jouant avec le balai des nuages, l'obscurcissant, ça peut être un point. Mais nous nous projetions, ou ça nous projetait, peu importe, dans une attente promise, exquise. Donc vous voyez, chaque fois il y a une... Et ça, c'est une particularité du français, parce que dans d'autres langues comme l'allemand, ça se présente différemment, puisque le verbe vient à la fin. Donc le bouclage du sujet, il est différent en allemand qu'en français. Mais là, en français, il se trouve que dans toute cette énonciation, on amène des précisions. Hein, on est parti de quelque chose d'assez grossier. Hier, j'ai vu la lune, et puis petit à petit, on amène des précisions et des nuances, on va dire. C'est une façon de dire qu'un signifiant représente un sujet par un autre signifiant. Eh oui. Le sujet de l'inconscient, il est toujours entre deux signifiants. C'est pour ça qu'effectivement, il y a un effet de glissement sujet. Vous pensez qu'à la béance, on décrit dans les quatre concepts fondamentaux. Voilà, c'est ça, on décrit le mouvement entre sens et être et sens. Voilà, et puis le losange oui, pour le fantasme, oui. Et comme aussi cette béance, comme une pulsation, et là je trouve aussi c'est intéressant de mentionner, c'est que dans ce silence, effectivement, on était un peu suspendu, l'attente, un peu comme dans cet endroit, effectivement, ça flotte. Voilà. Tout est possible, et je trouve que quand on est plus analysant, il y a ça aussi, cette espèce de tension, on peut imaginer des trucs, on est toujours un peu surpris par ce qui arrive. Voilà. Et là, donc, on arrive vraiment à la structure de ce que Lacan appelle le point de capiton, hein, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une suspension et quelque chose qui se cristallise, qui capitonne, hein, régulièrement au fil de l'énonciation. Joli, capitonner au fil. Voilà, c'est ça, il faut un fil pour capitonner, effectivement. Sinon, ça ne marche pas. Dans un autre ordre, il y a une façon, il y a des syntaxes, des formes syntaxistes qui utilisent les Auvergnats, qui sont vraiment très amusantes. Par exemple, quelqu'un bouscule un autre, et ce le bousculer lui dit vraiment tu n'as aucun sans-gêne. Et quelquefois il lui dit à l'opposé, ils se disent entre eux, disons, tu pourras avoir un peu de sans-gêne. Bah oui. Et je trouve ça très joli en plus. Oui, c'est quelque chose. Il y a des formes de double négation du genre va pas jamais dire ça à personne, tu te ferais moquer de toi. En fait, moi je trouve que c'est des formes syntaxiques qui ont presque une connotation humoristique. Mais évidemment, c'est en référence à d'autres formes syntaxiques qui sont, c'est plus un usage social là. Oui. Mais avec la particularité que justement, pourquoi on est sensible à ces formes négatives, parce qu'on a l'impression de ne pas être violé. Hein, l'exemple que je prends souvent, cet amoureux qui a rendez-vous avec son amoureuse, il a très envie de la voir, il descend l'escalier, il y a eu un peu de neige, il tombe, il se casse la jambe. Ou alors il devait justement aller à un examen, un concours très important pour lui, il se casse la jambe en descendant l'escalier. Bon. La position psychologisante, trivialisante
et de dire ah bah tu l'as fait exprès ou bah c'est parce que tu n'avais pas envie de, c'est un acte manqué, tu voulais pas aller voir ta copine ou tu voulais pas aller faire cet examen et la position comment on dit réaliste au niveau des sciences exactes, va dire ah bah oui bah c'est un manque de bol, bah oui effectivement il a neigé et t'as glissé, bah oui c'est la faute à pas de chance quoi. Et dans un cas comme dans l'autre, le sujet à qui c'est arrivé, s'il est un petit peu sensible, va se dire la psychologie c'est de la merde, il comprend rien à rien. Bien sûr que j'avais envie d'avoir mon examen ou de voir voir ma copine. Et si on lui oppose que des trucs, ah bah oui c'est la faute à pas de chance, il y avait de la neige, il va pas être satisfait non plus. Par contre, une autre phrase pourrait être de dire il est faux que tu aies voulu rater ton examen, mais en même temps, il est faux que d'une certaine façon, ça t'arrangeait pas de ne pas y aller, puisque tu étais angoissé. Donc de présenter les choses, là cette phrase elle n'est pas bien dite, hein, on peut chaque fois trouver une énonciation beaucoup plus pure que ça, de double négation, hein, il est faux que et il est faux que, où le sujet n'est pas violé, hein, où il va se sentir reconnu. Ah oui, il a bien compris quels étaient les enjeux. Et alors ça peut paraître être de la conversation. Mais justement, et c'est ça qui est amusant, c'est que ça peut s'écrire mathématiquement. Hein, et puisque c'est ça un peu un des objectifs de cet atelier, c'est de montrer que ces structures-là, c'est pas uniquement de la conversation. C'est de la logique. C'est une logique qui est une logique souple, on va dire. C'est une logique qui n'est pas la logique dure habituelle à laquelle on a affaire, mais ça peut s'écrire et c'est aussi vrai que 1 plus 1 égale 2, quoi. Hein, ça peut s'écrire. Il y a une forme aussi qui emploie souvent, c'est ça peut pas s'empêcher de pleuvoir. Et là, c'est vrai que c'est beaucoup moins radical qu'il pleut. Bon, on en parle. Il pleut pas. Ça ne peut voilà. pas s'empêcher de pleuvoir. Voilà. Tout de suite, ça voilà. ouvre un tas de possibles. Et sans oublier qu'effectivement, ça ne peut pas s'empêcher de pleuvoir. C'est que ça, là aussi, c'est que ça renvoie à l'expérience de l'énonciateur. Hein. C'est qu'il a déjà 50 ans de vie derrière lui et qu'il sait que ça ne peut pas s'empêcher de pleuvoir. Hein. C'est là aussi un entonnoir de contraintes qui est forgé par les états antérieurs et que ça renvoie un sujet qui dit ça immédiatement on se dit ah bah oui on sent qu'il a passé sa vie à la campagne. Hein. Il y a du passé dans ce présent. C'est pour ça que j'aime bien aller dans les bistrots campagne parce qu'on dit pas des tas de phrases de ce type. Alors, c'est vrai, sauf qu'effectivement, il y a l'autre extrême dans les bistrots. Il y a effectivement, et on y viendra un moment. Là, c'est vraiment, on a fait des formes, il y a des tas de formes poétiques, comme ça, à mon sens, qui sont même assez surprenantes, parce que souvent dans les bistrots, ça vole, ça peut être au ras des pâquerettes. Et là, non, il y a des tas de... Il y a énormément de phrases comme ça, inattendues, qui font que les énoncés ne seront pas fermés, et que ça ouvre ça laisse entrevoir des sujets, ça laisse entrevoir d'autres possibles. Oui, mais cela n'empêche pas qu'on sera obligé à un moment donné d'aborder ces autres discours de bistrot, hein, qui sont ces espèces de ritournelles, hein, de discours totalement vides, qui bouclent à l'intérieur d'une espèce de court-circuit. Hein, justement, dans ce circuit de l'énoncé, d'énonciation, avec ce retour vers le début de la phrase, il y a des court-circuits.
Hein. Et le lieu du bistrot est effectivement un lieu tout à fait parfait pour mettre ça en exergue, hein, avec l'alcool aidant, etc. C'est très facile de faire de la ritournelle. Hein. Même sans alcool, Oui, oui, il y a des... Oui, non, c'est vrai, mais bon, oui, oui, bien sûr. Alors, on arrive là ici à presque un théorème, hein, qui est presque révolutionnaire, hein, qui est de dire, du coup, la marque signifiante, elle est engendrée par la syntaxe. Et ça, c'est la révolution freudo-lacanienne. on ne s'intéresse plus au sens. Le sens est à prendre du côté du croisement entre l'énoncé et l'énonciation. Voilà, ouais. Et le point de capitaux, c'est le moment où il y a quelque chose qui s'arrête de glisser. Alors, il y va même plus loin, notre ami Lacan, puisqu'il nous dit... Bon, il dit effectivement, la détermination symbolique est d'abord un fait de syntaxe. Donc, c'est très fort. Hein, la détermination symbolique, ça veut dire que c'est dans la syntaxe que s'écrit le jeu des signifiants. Hein, c'est très important. C'est très révolutionnaire. Il nous dit également, la subjectivité, c'est-à-dire où est le sujet, hein, à l'origine, n'est d'aucun rapport au réel, mais d'une syntaxe Q', hein, qui engendre la marque signifiante. La subjectivité à l'origine n'est d'aucun rapport au réel, mais d'une syntaxe. C'est une syntaxe qui fonde le sujet. Et c'est logique, puisque justement, dans une phrase, il y a sujet, verbe, complément. Et c'est pour ça que là aussi, c'est un outil qui me paraît important dans notre travail, c'est que face à ce qui se dit, évidemment c'est du mensonge, puisqu'on parle, donc c'est du mensonge. Par contre, si dans ce qui est dit, on s'intéresse à la structure syntaxique de ce qui est dit, hein, c'est-à-dire où est le sujet, où est le verbe, où est le complément, hein, qui est l'objet, qui est le sujet, hein, je suis l'objet et toi tu es le sujet, si je suis le sujet, tu es l'objet, et si tu es le sujet, je suis l'objet, hein, et les deux phrases vont se construire comme ça. Tu es mon analyste, je suis ton analysant. Hein, il y a bien quelque chose qui s'échange entre sujet et objet dans ces deux phrases. C'est le message inversé, c'est inversé. Voilà. Mais il s'inverse au niveau syntaxique. Et on a tendance, effectivement, c'est normal, à raisonner au niveau sémantique. Alors que la sémantique est une conséquence de la syntaxe. Et regardez, hein, le pilote ferme la porte. Hein, la sémantique est pilotée, c'est le cas de le dire, par la syntaxe. C'est la syntaxe qui commande, c'est-à-dire que si, à la Chomsky, on va dire, vous construisez le groupe nominal, le groupe verbal de cette phrase, hein, le pilote ferme la porte, eh bien, suivant la structure syntaxique à la Chomsky, eh bien, on a des deux sémantiques totalement différentes. Les sens sont totalement différents. Alors, là, on va peut-être pas avoir le temps de développer là-dessus, mais regardez, on y reviendra parce que ça a des conséquences là aussi tout à fait fondamentales. Hein, l'histoire d'Épiménide le Crétois. Hein, Épiménide le Crétois qui dit tous les Crétois sont des menteurs. Et à partir de cette énonciation, on arrive à
à base de deux choses l'une. S'il est menteur, eh ben, il a menti en disant ça, et s'il a menti, donc c'est qu'il a menti en disant qu'ils étaient des menteurs, donc il a dit la vérité, donc s'il a dit la vérité, c'est qu'ils sont menteurs. Donc il y a quelque chose qui se... Alors là, c'est assez amusant, parce que... Parce qu'on ne peut pas le résoudre dans la syntaxe, là, précisément. Parce que justement, si on reste dans la dimension syntaxique, effectivement, on boucle, hein, et on arrive on fait un flip-flop, hein, suivant, et c'est un flip-flop infini. Voilà, oui, bien sûr. Et sauf que là, effectivement, pour lever cette ambiguïté, c'est qu'on est obligé de mettre en défaut La négation qui vaut de la double négation qui vaut de l'affirmation. Non, moi je dirais que c'est beaucoup plus au niveau du postulat de départ, dans la mesure où il y a le verbe être. Hein. Épiménide, le Crétois, dit « tous les Crétois sont des menteurs ». Mentir, ce n'est pas une ontologie. On est en train de dire un mensonge, on est en train de dire la vérité. Mais on est EST, pas menteur. Donc, effectivement, c'est le postulat de départ, les prémices qui sont fausses. Parce que, et or, justement, ça aussi on peut l'écrire, c'est que dès l'instant où on a des prémices fausses, eh bien on peut conclure ce qu'on veut. La Terre est carrée parce que la neige est rose. Eh bien c'est vrai, au niveau syntaxique, au niveau logique, c'est tout à fait vrai. Parce que j'ai le droit de conclure la Terre est carrée, c'est tout à fait logique de conclure cela dès l'instant où la prémisse qui est la neige est rose est fausse. D'une prémisse fausse, je peux conclure, et ça aussi, ça s'écrit mathématiquement. Et là, on a la base de tous les sophismes. Hein. Les discours populistes et autres sophistes se basent là-dessus, ou sur des analogies, ou sur un certain nombre de fautes logiques. Non, je t'en prie. Peut-être un côté de la plaque, mais ça m'évoque la question du tiers exclu. C'est-à-dire qu'il y a aussi la question de... C'est peut-être pas tout à fait la même chose. Parce que dans l'idée d'opposer une chose et son contraire, on est souvent dans le faux, parce que une chose n'est pas forcément opposable à son contraire. Alors, alors... Si, parce qu'il y a quand même l'idée, soit on est menteur, soit on dit la vérité. Les sous-jacentes à ce... Non, c'est pas voilà, c'est pas soit on est menteur, soit on dit la vérité. C'est soit on dit un mensonge et soit on ne dit pas de mensonge à tel moment. C'est pas pareil. C'est le est menteur. C'est l'ontologie qui est fausse. Ce que je voulais dire, c'est que quand même, quand on est dans des logiques comme ça, où c'est ou l'un, ou noir, ou blanc, il y a quand même quelque chose qui, même si c'est un menteur ou pas menteur. Alors, ça c'est vrai pour le mot que tu as employé le terme de contraire. Effectivement, on a tendance dans le langage courant à employer contraire dans le même sens que contradictoire. Et c'est pas du tout la même chose. Blanc et non blanc. Blanc et non blanc sont deux propositions contradictoires. Par contre, blanc et rouge, ou blanc et noir, sont deux contraires. Mais les contraires de blanc, il y en a une infinité. Hein, alors qu'un contradictoire, il n'y en a qu'un. Et donc, effectivement, là aussi, c'est un sophisme courant dans les discours politiques et autres, c'est justement de prendre des contraires en disant ce sont des contradictoires. C'est encore la notion d'inverse. Voilà. Encore une notion autre que le contraire. Oui. L'inverse opposé. Oui, mais oui, sauf que après, il faut définir ce que c'est que l'inverse. L'inverse, ça peut être un contraire. Ça peut être un contraire parmi. Voilà, oui, le non blanc. Voilà. Oui, voilà. Souvent, j'ai entendu ces notions d'inverse en tant que
que tu disais contradictoire, c'est-à-dire blanc non blanc, noir non noir, l'inverse étant posé à peu près comme ça. Ouais, c'est intéressant cette notion d'inverse, parce que c'est une nuance, je crois, qui est un petit peu à côté de ça, parce qu'on ne peut pas dire que blanc c'est l'inverse de noir, par exemple. Voilà. C'est dans l'espace, On s'entend vu le blanc non blanc. Alors peut-être que du côté inverse, il y a un repérage par rapport à l'espace, parce que c'est, tu sais, il y a enfin, alors peut-être où on l'utilise de façon métaphorique, j'en sais rien, mais tu vois, ça fait double face, quoi. Il y a une histoire de double face dans l'inverse. Mais après, il faut voir de quel registre on parle. Parce que précisément, si on revient un petit peu sur les mathématiques, il y a trois notions. Il y a la notion d'inverse, de contradictoire et d'opposé. Oui, Hein? voilà. Et c'est défini mathématiquement. L'inverse de x, c'est 1 sur x. Hein? Voilà, L'opposé de x, c'est moins x. Hein? Et le contradictoire de x, c'est non x. Hein? Donc vous voyez qu'il y a en l'occurrence trois définitions complètement différentes. Et c'est important justement on peut aussi repérer ça dans le discours du patient. Hein? Est-ce qu'il n'est pas en train de prendre des vessies pour des lanternes, nous faire prendre des vessies pour des lanternes en nous mettant du contraire à la place du contradictoire ou vice versa. Hein? Il y a un homme qui est en train de dire que c'est de minorité placement. Non, mais c'est bien les trucs qui nous viennent comme ça. Oui, c'est ça. On va peut-être faire quelque chose. Et ce 1 sur x, on pourrait c'est une question parce que j'ai du mal à voir à quoi ça devrait être relié, syntaxiquement parlant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait un rapport avec la barre, un sur x? Ah bah oui, il se trouve que en mathématiques, oui, il y a une barre de fraction, puisqu'on est sur 1 sur x au lieu de x maintenant, on sera amené à voir à un moment que la définition que Lacan donne de la barre n'a rien à voir avec la barre de fraction, qui est 1 sur x, c'est un autre domaine, il a inventé, et on a le droit, quand on invente un symbole, on peut lui donner le champ sémantique qu'on veut, hein, et celui qu'il a donné, on en a déjà parlé, on y reviendra, c'est effectivement cette barre, elle a une structure möbienne, hein, qui permet d'expliciter, de rendre compte du fait que ce qui était inconscient peut devenir conscient. Hein. Quand on est dans le domaine de la barre de fraction mathématique, on peut pas. C'est pas la même approche. Oui, d'ailleurs, c'est quoi la barre de fraction math? C'est une division. C'est une division. On divise l'un par l'autre. On le met au dénominateur, donc on divise. Hein, ou on ne divise pas l'un par l'autre. C'est toujours l'inverse, c'est toujours par rapport à 1 en maths. Non, l'inverse de 3/4, c'est 4/3. Ah, d'accord. C'est on multiplie par on multiplie. C'est 1 sur. Voilà, c'est ça. On élève à la puissance moins 1, si tu veux. On élève à la puissance moins 1, ou on inverse. Voilà. Si on élève à une puissance négative, si on veut l'écrire mathématiquement, quoi. Non, c'est pas négatif. La puissance est négative. Si on a si on a on peut dire que 1 sur A, c'est égal à la puissance moins 1. C'est une autre façon de l'écrire. Hein. C'est A à la puissance moins 1. Ça peut s'écrire comme ça. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Donc on a vu que
le je, dans la phrase, il a cette fonction de shifter. Je reprends le terme de Lacan, c'est quelque chose qui glisse, quoi. C'est quelque chose. Quand je reprenais la phrase, hier j'ai vu la lune rousse comme annonce des intempéries, jouant avec le balai des nuages, l'obscurcissant, mais nous projetait dans une attente promise, exquise. On voit bien qu'il y a le glissement du jeu qui a commencé hier. Hier, j'ai vu, et qui accompagne jusqu'à la fin. Shift, ça veut dire glisser. Ça veut dire glisser. Voilà. Mais bon, c'est vrai que Lacan n'hésite pas à employer des termes anglais ou allemands ou grecs. Voilà, c'est le shift des langues, c'est le glissement dans les langues. Alors, donc comment est-ce qu'on pourrait maintenant la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on pourrait écrire cela, quelle serait la façon, puisque c'est un petit peu le but de notre travail ici, c'est bon, là on a parlé de clinique jusqu'à maintenant, de la clinique de la structure des phrases. Comment est-ce qu'on pourrait physiquement visualiser ce qu'on est en train de dire, que c'est cet événement qui est une phrase commence et elle finit, ou un jeu de phrases, par exemple dans une session analytique, il y a entre le bonjour et le au revoir, ça peut aussi se concevoir comme une série de phrases qui a commencé, mais peut-être par du silence, et puis à un moment donné, on se revoit, vous revenez me voir jeudi prochain. Ça aussi, c'est un peu comme une phrase, on va dire. Comment est-ce qu'on peut l'écrire, cela? Alors, il y a effectivement, donc on va avoir quand même... Au minima, on va avoir quelque chose qui va circuler. Alors on a le temps qui s'écoule, comme ça. Il y a la phrase qui commence ici, et puis elle finit ici. Oui, bon, peu importe. Sauf que, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce qui est intéressant, c'est le début, le pendant et la fin. Mais qu'est-ce qu'on perçoit? On voit qu'on attrape quelque chose qui retourne. On voit qu'on attrape quelque chose qui retourne au début de la phrase quand on était à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on a là ici? On a la succession de l'énonciation des signifiants. Ici, on a donc la chaîne des signifiants, effectivement prononcée. Il y a une phrase, plusieurs phrases, ou enfin, c'est peu importe. En tout état de cause, ça demande un certain temps. Le temps ici n'est jamais égal à 0, parce qu'on ne peut pas en même temps dire le début de la phrase et dire la fin. Ça demande un certain temps. C'est incompressible. C'est mécanique, c'est les mouvements de la bouche, ça prend un certain temps. Mais ce qui est amusant, c'est que par contre, le chemin inverse, lui, il a une instantanéité qui est intéressante. C'est-à-dire que une instantanéité ou des instantanéités. Quand vous avez dit cette phrase avec ces silences, c'est comme si chaque fois il y avait des retours instantanés. On aurait pu presque, on aurait presque pu la phrase que vous avez dite, on aurait presque pu la faire comme ça. On avait des choses comme ça exactement. C'est bien ce que je sentais.
je me sentais revenir à ma sensation de départ à chaque morceau que je disais. Voilà. Et en même temps, le sujet, il a évolué en même temps. Hein. Il y a un retour au début, parce qu'avant, il y avait du silence. Hein, mais néanmoins, le sujet, c'est pas le même. Enfin, c'est ma façon de dire. Hein, il y a une évolution subjective au fur et à mesure, aussi bien pour l'énonciateur que pour celui qui écoute, hein, que pour l'auditeur. Il est modifié par ce qu'il dit. Voilà, voilà. Et ça, c'est, moi je trouve ce petit schéma qui est vraiment, enfin, je trouve très basique pour comprendre ce qu'il y avait de la trajectoire de la chaîne signifiante et de l'effet rétroactif du sens. Parce que si, puisque parler, c'est de répéter ce trajet de la pulsion là, et ben, hop, on peut arriver très vite à ce qu'il en est du temps. Donc si on le dessine comme ça, tu vois, en fait on ne revient jamais au même signifiant, voilà. Puisque le signifiant premier, il est perdu à jamais, ça relance voilà, le mouvement de cette chaîne signifiante avec son effet rétroactif. On a le schéma du temps. Oui, en fait, ça revient un peu au point là. Je le dessine plutôt comme ça. Comme ça, oui, comme ça. La spirale. D'accord. C'est ça, c'est-à-dire que même tes retours au sujet, puisque le sujet évolue en même temps, je dois avoir presque ça se déplace. Des rétroactions. Voilà. Bon, voilà. Oui, mais c'est une convolution. Et ce qui me. Enfin, comme ça, effectivement, ce qui me manque quand même là-dedans, c'est le ton avec lequel t'exprimais cette chaîne de signifiants. On l'a vu tout à l'heure, ça peut être aussi du sens qui est apporté par le ton, c'est-à-dire que la dimension émotionnelle ou trop du corps. Simplement factuelle. Ça me semble. Hein. Oui. Alors, maintenant, on peut se poser la question, de quoi est porteur ce trait rouge qui revient ? Si là, on a effectivement la succession de la chaîne signifiante, qu'est-ce qu'on a là ? Ben là, c'est vachement intéressant. Parce que là, dans le retour, eh bien, c'est là où se situe ce qui va nourrir les règles syntaxiques. C'est-à-dire que par l'acquisition, hein, si on prend l'exemple de le pilote ferme la porte, hein, eh bien, c'est porté par les règles syntaxiques qui s'appliquent. Puisque si je dis le pilote ferme la porte, il y a une succession de signifiants, mais comment ça se fait que je vais faire un certain choix syntaxique? Les règles syntaxiques qui vont s'appliquer, elles vont s'appliquer au retour. Elles vont s'appliquer sur la voie de retour. Ce qui est important de rajouter, c'est qu'il y a un sujet qui s'adresse au grand autre. Il y a de l'adresse. Ça, c'est le début du graphe. Hein. Oui. Est le grand autre, et que ce qui va revenir, c'est le message sous forme inversée, qui va puiser dans la chaîne signifiante, dans le trésor des signifiants. Voilà, exactement. Mais là, tu anticipes sur la prochaine leçon. Alors, donc, vous voyez, c'est vraiment intéressant. Parce que on a vu que la syntaxe ne ment pas, pour le dire très brutalement. Hein, mais où est-ce qu'elle est cette syntaxe ? Elle est dans les choix qu'on fait au retour. Et c'est par cette voie de retour qu'on peut repartir et reconstruire toute la phrase. Le pilote ferme la porte. Eh bien, dès l'instant que je vous fais remarquer l'ambiguïté, eh bien à ce moment-là, vous allez faire le choix de deux syntaxes différentes.
Mais c'est là qu'elle se situe, la syntaxe, pour dire, ah bah oui, au fait, sujet, verbe, complément. Ah oui, ou bien sujet, adjectif, groupe nominal avec un adjectif ferme, pronom d'objet là, et verbe porte, hein, objet direct. Vous voyez, c'est vachement intéressant, parce que ça saute pas du tout aux yeux, que c'est dans ce retour que se fait la syntaxe, le choix syntaxique qui pilote, c'est le cas de le dire, le sens qui va être choisi, la signification. Ce qui se dit, ce qui s'écoute. Voilà, et ce qui se conclut. Ce qui se conclut. Oui. En fait, en t'entendant dire lentement cette phrase deux fois, le sujet ferme. Le sujet ferme. Voilà, bien sûr. On est dans une espèce aussi de non-sens. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une conclusion forcément à mener? Enfin, la conclusion, dans notre métier, n'est pas aussi dans ce non-sens. Alors justement, mais c'est ça qui est intéressant, puisque justement avant tu évoquais le problème de la Verneinung, où on l'évoquait, c'est que justement, dans ce processus d'affirmation de Beyaung, si je dis le pilote ferme la porte, je peux avoir éventuellement en tête que ça a un double sens, donc je vais le dire d'une certaine façon. Hein? Par exemple, tout à l'heure, quand je vous ai dit la subjectivité à l'origine n'est d'aucun rapport réel, mais d'une syntaxe qui engendre la marque signifiante, je vous ai bien dit qui, Q apostrophe Y. Parce que ça aurait eu un sens complètement différent si c'était QUI. Hein? Donc là, je ne perds pas de vue, dans une Beyaung, dans une affirmation, que c'est bien le choix Q apostrophe Y qu'il faut entendre, et pas QUI. Hein? Donc c'est pareil, si je dis, oh dis donc, le pilote ferme la porte. Hein? Bah oui, bon, c'est con comme phrase. Ah ben oui, mais j'ai bien vu quand j'étais dans la chambre, dans la salle à manger, j'ai vu la table de la cuisine. Oui, ben oui, je peux être au courant ou à même de savoir qu'il y a une ambiguïté. Mais justement, là où c'est intéressant la position de l'analyste, c'est précisément quand l'analyste entend cet équivoque et que l'analysant ne l'entend pas. Hein? Et simplement, la fonction de l'interprétation n'est pas forcément d'amener, là en l'occurrence précisément, une vérité, mais de dire, mais il y a de l'équivoque. Il y a de l'équivoque. Dites, vous avez dit ça, mais dites, ça peut aussi s'entendre autrement. C'est marrant, là, ce que vous avez dit. C'est-à-dire que le choix se fait du côté du sujet. Voilà. Et le choix se fait du côté du sujet. C'est pas l'analyste qui fait le choix. Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. Où on repère. Ça se fait en deux temps. Éventuellement, on peut aider l'analysant à repérer qu'il a choisi un des sens, en s'imaginant que c'était le seul. Est-ce qu'il y a toujours forcément un sens, en fait? C'est ça le sens pour moi. Parce qu'il peut y avoir aussi, il me semble, une aliénation qui est un parfait non-sens. Alors, est-ce que le non-sens, oui, bien sûr. Mais le non-sens ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas eu d'inscription quand même. Parce que qu'est-ce que tu fais d'une énonciation que tu n'as jamais entendue, hein? L'exemple que donne Freud de petit enfant qui voit ses parents en train de faire l'amour, ça s'inscrit, mais ça ne s'inscrit pas en termes de sens, c'est du non-sens. C'est du non-sens. Un couple qui est en train de faire l'amour, qui n'est pas vu par un nourrisson, c'est du non-sens, mais ça s'inscrit quand même. Du non-sens ou du hors-sens? Oui, ou du hors-sens, c'est probablement du hors-sens, oui. C'est une inscription signifiante. C'est une inscription signifiante dépourvue de sens. Dépourvue de sens, oui. Dépourvue de sens. Trop
Mais j'aime bien ce qu'il dit sur le sujet, c'est qu'en effet, un psychotique qui ne considère pas le sujet qu'il est en face, qui entend une phrase, il va entendre en effet que ce signifiant, et lui il va sauter d'un sens à un autre bien plus facilement, parce qu'il n'aura pas considéré le sujet. Je n'ai pas bien saisi là. Tu me donnes un verre d'eau, Martine, s'il te plaît? J'ai pas compris la question. Bien. Dans la psychose, on voit bien que... je ne parle pas du patient, je parle de gens dans la vie, hein, qui, eux, par rapport à une phrase entendue, va considérer le sujet compris dans cette phrase, à hauteur ou en face, et c'est en ce sens où ils ne considéreront que les signifiants qui pourront lui donner tous les sens. Oui, si, moi je te suis. C'est-à-dire qu'il parle et il utilise des gens pour son discours. Mais ils les utilisent pas, ce sont pas des sujets qui sont pas. Non, mais il leur fait dire son discours. Voilà. Les signifiants s'accrochent à aucun sujet. Et c'est pour ça qu'il peut les déterminer d'un sens à l'autre aussi facilement. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans ce truc, c'est dans le contexte d'une adresse à l'autre. C'est dans le contexte. Il faut qu'il y en ait un qui écoute pour que ce fonctionnement de dénoncer les dénonciations produise du sens. Il faut qu'il y en ait un qui écoute. C'est super important. Ah oui. C'est pour ça que dans le graphe, les lettres, de poser la lettre S et A, et que ça fait par rétroaction, ça fait du S de barré de grand A. Mais je ne pense pas que ce soit seulement par rapport à des événements. Je pense qu'il y a des phrases qui sont de véritable non-sens, qui créent quand même une empreinte déterminante. Il est difficile de se les prendre encore en minute. Alors après, est-ce que c'est un non-sens structurel ou c'est un non-sens par incompréhension de celui qui écoute? Je repense par exemple à ce film Mulholland Drive, qui, quand on le voit sans l'explication du scénario, c'est du non-sens, c'est surréaliste, on va dire. C'est-à-dire que c'est une succession d'images très, très belles, très poétiques, hein, et c'est du non-sens du début à la fin. Mais quand on a le synopsis du film, eh bien, c'est absolument pas délirant du tout. C'est un film de 2 heures et il y a 1h30 qui se passe à l'intérieur qui est un rêve qui se raconte, et puis 1/2 heure qui est la vie et la mort des personnages. Mais tant qu'on n'acquiert pas le scénario, eh bien, c'est du non-sens. Mais là, c'est pas du non-sens structurel, c'est parce qu'on n'est pas assez malin pour attraper l'intelligence de David Lynch et son scénario, quoi. Hein. Bon, intelligence ou autre, appelons ça comme on veut. Hein. On n'est pas dans sa tête. Mais là, quand il nous montre sa tête, on s'aperçoit que c'est pas délirant, quoi. C'est pas surréaliste. Parce qu'on n'est pas formé à ce genre de récit. Voilà, exactement. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a une structure du récit qui est... du coup, on essaie de non-sens. Voilà, on s'est vaguement attrapé parce qu'on a l'habitude des flashbacks, mais sorti de là, on sait pas quoi en faire, quoi. Alors, une première conséquence déjà qui me paraît importante d'avoir en tête, qu'est-ce qu'on pourrait dire qui se passe dans cet univers-là, hein, dans cet univers qui est en bleu ici, qui est
qui est en fait cet univers de rebouclage comme ça. Hein. On va dire qu'à minima, hein, l'énonciation d'une phrase, elle va se faire par 1, 2, 3. Hein. C'est un minimum. Hein, sauf une phrase complètement triviale, hein, mais dans les exemples que j'ai pris, qui sont des phrases éminemment équivoques, pour lever l'équivoque, ça se fait en 3 temps. Hein. Le temps de l'énonciation qui, lui, prend le temps entre T0 et T1, le début et la fin de la phrase. Un retour qu'on pourrait dire instantané parce qu'il prend un autre chemin, et qui conditionne par ses règles syntaxiques le processus d'énonciation, hein, de choix de sens, qui lui va prendre le temps pour comprendre et le temps pour conclure. Hein. C'est-à-dire que donc on a un process qui fait comme ça et comme ça. Alors, l'instant de dire. Voilà, l'instant de dire. Le temps pour comprendre et le moment de conclure. C'est-à-dire, moment de conclure, le sujet à dire. Voilà. Voilà, exactement. De quel sujet il s'agissait? Est-ce que c'est le pilote ferme qui la porte ou est-ce que c'est le pilote qui ferme la porte, hein? De quel sujet il s'agit? Hein, vous voyez, il y a bien ces 3 temps et c'est fondamental. Donc, si maintenant je m'intéresse à ce que j'ai assuré en bleu, hein, qu'est-ce que c'est que cette zone? Eh bien, c'est la zone de soumission du sujet au signifiant. Hein, hein, c'est une zone où on articule que le sujet est soumis au signifiant. Si on prend on va le réutiliser après lorsqu'on va complexifier ce graphe. Ici, Lacan l'appelle alpha et la gamma. Donc en fait, le parcours nécessaire, c'est gamma alpha, alpha gamma et gamma alpha. Hein? Et je me trompe pas, gamma alpha, alpha gamma et gamma alpha. Hein? Donc, on a dit le temps de voir, le temps pour comprendre et le temps pour conclure. D'accord? De dire, pardon. Oui, je m'étais ramené aux histoires des 3 prisonniers. Le temps de dire, le temps pour comprendre et le temps pour conclure. Qu'est-ce que ça veut dire alpha et gamma? Excuse-moi, non, c'est juste pour nommer, pour nommer ces lieux, parce qu'on va les réutiliser en réutilisant la même notation que Lacan. Il appelle cet endroit, il l'appelle alpha, et cet endroit, il l'appelle gamma, et on peut l'appeler X, K, W, Z, ce qu'on veut, hein, peu importe. Mais non. Non, parce que ça me fait penser dans la lettre volée, il les emploie aussi, mais il y a... Ah, voilà. Alors, oui, mais non, mais ça a été évoqué, justement. Est-ce que le alpha, bêta, gamma, delta est le même alpha, bêta, gamma, delta? Oui, est-ce que c'est les mêmes que ceux qu'il utilise dans la lettre volée? Moi, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, que c'est pas... ça saute pas aux yeux, quoi. Il a fait des liens lui-même. C'est les 4 premières lettres de l'alphabet grec, point, mais je ne suis pas sûr qu'il faille tirer jusque-là, quoi. Donc là, voilà. Donc, ça, s'il y a vraiment quelque chose, il me semble, à retenir, c'est ce qui est en bleu, là. C'est la soumission du sujet au signifiant. Donc, quelles sont les conséquences? On le voit bien, hein, c'est que la syntaxe, voilà. Alors quand même, vous voyez, si on reprend ici entre le temps de comprendre et le temps pour conclure, le temps pour comprendre,
il est fixé sur la syntaxe. Et le temps pour conclure, il va être fixé sur la sémantique. Donc on voit bien que la syntaxe, elle préexiste à la sémantique. Pourquoi est-ce que c'est fixé sur la syntaxe? Ah bah parce que c'est cette voie de retour qui nous dit mais quelles sont les règles syntaxiques qu'il faut appliquer dans cette énonciation? Quelles sont les règles? Où est le groupe nominal? Où est le groupe verbal? Alors, un qui a été critiqué, hein, mais qui n'a pas dit que des conneries, hein, loin de là, un dénommé Chomsky. Regardez cette phrase qu'il a dit. Nous sommes d'accord. Alors, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit la syntaxe consiste en règles qui engendrent les structures... Bon, lui il appelle structure profonde, structure... bon, c'est sa terminologie. Hein, structure superficielle et profonde. Hein, bon. La syntaxe consiste en règles qu'engendrent les structures profondes et en règles qui transforment ces dernières en structures superficielles. Vous voyez que c'est tout à fait intéressant parce qu'on est complètement dans ce mécanisme-là. Hein. C'est-à-dire que la syntaxe, c'est-à-dire ce qui est dans le retour ici, consiste en règles qui engendrent les structures profondes, hein, on va dire que c'est la sémantique, et en règles qui transforment ces dernières en structures superficielles. C'est là où on va faire le choix qui va nous permettre de relire la phrase. Hein. Alors, je crois que c'est toi qui l'indiquais, il faut, pour que ça fonctionne, qu'il y ait de l'interlocution. Oui. Hein, et ce qui fait que c'est depuis l'autre, hein, depuis celui à qui on s'adresse, ou l'autre de la parole, hein, que ça revient, que le message revient. Hein. C'est de l'autre que le sujet reçoit le message qu'il émet. Et quand on dit que c'est le message qu'il émet, c'est Q'-IL émet. C'est pas le message qui L'-AIMAIT. Hein. Voilà. Voilà, exactement. Hein. Vous voyez que ça peut. C'est de l'autre que le sujet reçoit le message qui l'émet. Ou qu'il émet. Hein. Alors. Voilà, moi j'ai à peu près j'ai un petit peu fait le tour de ce que je voulais vous dire. Hein. Il y a cette phrase qui reviendra plus tard, hein, qu'a repris Lacan. Tu es celui qui me suivra. Hein. Tu es celui qui me suivra. On peut l'écrire parce que on va voir, puis on y reviendra. Hein. J'écris la phrase. Tu es celui qui me suivra. Ok, la question évidemment est de savoir est-ce qu'on met un S ou pas. Hein? Tu es celui qui me suivra. Est-ce qu'on met un S ou pas? Les deux sont possibles et justement là encore le sens n'est pas du tout le même. Hein. On voit bien que ce rebouclage est complètement différent. Hein. C'est-à-dire bah voilà, alors vous voyez c'est fondamental. C'est-à-dire ici on va l'écrire comme ça. Si j'ai suivra VRA, j'ai affaire à un objet. Et si je mets suivra, j'ai affaire à un sujet. Et que c'est complètement. Le tu est en position d'objet et en son S, c'est ça. Et le tu est en position de sujet quand il y a S. Oui.
Alors si je mets un S, effectivement, ici j'ai inventé du sujet en fait, ici. Il y a du sujet ici. C'est très comme disconvient. Il accepte, Voilà. il peut accepter. Et attendez, mais regardez bien, si là il y a du sujet, c'est qu'il y a de l'objet quelque part. Et l'objet, où est-ce qu'il est? Il va être ici sur le me. Hein? Donc ici, ça va être un objet, et comme on prend la notation de Lacan, on l'écrit petit a. L'objet, le petit a. Et à ce moment-là, s'il y a effectivement cette phrase écrite avec le S, qu'est-ce qu'est le tu ici? Eh bien, le tu, il est en position de celui qui va être le porte-parole de la parole. Hein? Et donc, ici, on a une fonction qui va être, on va mettre le tu en fonction de grand autre, celui qui va être le porteur de la continuation de ma parole. Quand il est En AS. Voilà. Et effectivement, comme tu le disais, si on suivra Vera, à ce moment-là, les rôles sont changés. Oui, ça peut s'écrire avec un S. Ben oui, bien sûr. Ben oui. Ouais. Ben, ça va être si tu considères que c'est la deuxième personne du singulier. Justement, voilà. Donc on est au cœur de la syntaxe. Ici, s'agit-il de la deuxième ou de la troisième personne du singulier? D'accord. Mais ça ne peut s'écrire qu'avec un A ou Ça peut s'écrire avec un S. Si c'est toi, c'est tu me suivras. Regarde. Si J'ai du mal à l'écrire autrement que sans S. Le sentir. Hein? Ouais, oui. J'ai du mal à l'écrire autrement sans Le S. sentir. Qu'est-ce qu'il écrit avec un C'est S? celui qui. Tu es peut-être leurré par la vue, il faut l'écouter en fait. Ben, tu es celui qui me suivra. Tu me suivras. C'est une façon de dire tu me suivras. Voilà, bah oui. Tu me suivras. Tu es celui pour qui je vais dire tu me suivras. D'accord, mais je comprends le double sens que ça peut avoir. Par contre, dans l'écriture, sur le plan grammatical, simplement, est-ce qu'on peut mettre un S? Alors voilà. Alors si attends, Roland, si on entend ce qu'il en est de la métonymie, c'est-à-dire du fait que dans la phrase, tu retires certaines parties de la phrase. D'accord. Bon, donc si je dis la phrase complète, tu es celui dont je peux dire, pour lequel je peux dire, tu me suivras. D'accord. Voilà. Si j'enlève toute une partie de cette phrase, Donc, j'ai pas de raison de changer la structure grammaticale. D'accord. Hein? Il y a une élision. Oui, dans le sens, je suis d'accord. C'est-à-dire que ça peut se rapporter au tu, ou ça peut mais sur le plan presque grammatical, j'ai du mal à l'imaginer. Moi aussi, grammaticalement, dans un examen. C'est faux. C'est faux. Non. Alors là, pour le coup, ça dépendrait du contexte. Voilà, ça dépend du contexte avant. Si c'est Ignace de Loyola qui est en train de parler à ses disciples, et notamment au pape François, hein, il lui dit tu es celui qui me suivra AS. C'est presque de l'injonction. Voilà. Justement, il me semble que dans les formations de l'inconscient, il distingue tu es celui qui me suivra avec un S, parce qu'il parle à ce moment-là du président Schreiber. Ouais. Et il dit que lorsqu'il y a le S, le tu est convoqué, le sujet est convoqué. Oui. Et que donc c'est lorsque ça s'écrit avec sans S que ça joue comme chez le président Schreiber, comme quelque chose, d'injonction, de contrainte, Ah voilà, exactement. Voilà, c'est-à-dire si on le met en position d'objet, le suivra. Effectivement, il y a une fonction. Tu es mon objet et c'est tu me suivras. C'est un ordre. Il y a une je crois pas. Ce qu'il dit, c'est que l'autre, enfin le tu, a le je me trompe peut-être, non.
Non, je crois que la différence, ça c'est du côté de celui qui prononce du me, enfin de celui qui dit la phrase. Est-ce qu'il le dit comme un constat, tu es celui qui me suivra, ou est-ce qu'il le dit comme une injonction, tu es celui qui me suivra? Voilà, oui. Oui, oui. J'entends comme ça. Oui, c'est ça. Ça se passe à Tu l'intérieur. me suivras, c'est-à-dire tu me suivras, c'est avec un S. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, oui. Mais les deux sont D'accord. possibles. Oui, les deux sont possibles maintenant, parce que tu me suivras, c'est avec un S. Voilà. Et celui qui me suivra. Voilà, tu me suivras. Oui, bien sûr. C'est une faute de français. Bien sûr, bah oui. Non, dans le sens, c'est sûr que c'est. Comment, pardon? Est-ce que tu fais porter par Bien sûr, mais grammaticalement, par contre, dans le sens, je suis d'accord, c'est tu me suivras. Ça veut dire tu me suivras, c'est quelque chose de plus ouvert comme proposition, tu es celui qui peut-être me suivra, etc. Voilà. C'est ça la différence de sens que j'y vois et que je ressens. Et c'est en ça qu'il y a de l'injonctif ou pas là-dedans. Hein. Voilà, exactement. Merci. Est-ce Il y a d'autres. Hein, comment? Il y a d'autres phrases comme ça. C'est juste, non, je crois aussi, mais dans le début, première impression, La les phrase, celui qui énonce, ça donne lieu comme ça à deux écritures différentes. Enfin, il y a d'autres comme ça phrases. Il y a dans le bled, je ne sais pas où, enfin, tu vois, des idées de Bernard Pivot, je ne sais quoi. Là. Enfin, tu vois, il y a des Sans compter ce que Lacan pointe, le nœud explosif. Oui. Je crains qu'il ne vienne demain. Voilà. Je crains qu'il ne vienne demain. Donc le nœud est une façon de pointer le sujet. Et donc ça renvoie bien à cette fonction de shifter. On voit bien là aussi où est-ce qu'il est le sujet. Tu vois, justement, il s'est promené puis il est revenu là. Et ça dépend de l'intention de celui qui parle. Voilà. Ça dépend de l'intention de celui qui parle. Effectivement. Parce que Il y a une intentionnalité qui est différente Oui. en fonction de si on choisit S ou pas S. Est-ce que, il est moins le cas, est-ce qu'on donnerait la parole à nos amis est-ce que vous avez des questions, là, vous qui êtes loin, là, sur Skype? Est-ce que vous avez... Oui, c'est... je sais pas, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires à faire Ouais, je peux parler, hein, maman, si tu veux. Oui. Tu m'entends? Oui, c'est Paola Mieli qui nous parle. Oui. Alors, non, écoute, il y a eu un peu de... Je ne voulais pas interrompre avant, mais on a eu un peu de problème parce que il y avait quelqu'un qui avait soit une TV, soit une radio au début ouverte. Ah. Et donc, on entendait très mal. Donc, ça, c'est un problème. Et la deuxième question, c'est qu'on n'aurait pas à entendre les questions qui sont posées par les autres. Donc, il faut que je répète. Oui, il faut que je répète les questions. Étant dit tout cela, je trouve que j'apprécie beaucoup tout ce que tu dis, que je peux entendre. J'aimerais savoir si tu peux parler un peu plus de la vision de la syntaxe de Chomsky et de cette relation entre structure profonde et superficielle. Oui. Et aussi, je crois, de la critique de Lacan par rapport à ça. J'étais curieuse de savoir ce que tu avais à dire ça. Et l'autre chose, c'est évidemment, j'ai trouvé très intéressant la question du dire, c'est-à-dire le fait qu'il était venu comment je peux dire, d'écrire, voir, comprendre, conclure, c'est-à-dire overlapping entre le temps logique de la parole et du regard, n'est-ce pas? Et donc, je pense que dans tout ce que tu dis,
derrière, il y a toute la question du temps, hein, c'est-à-dire de la logique de l'acte, on peut dire, ouais. Hein, de l'acte, de la parole, n'est-ce pas? Et donc, c'était quelque chose que j'imagine que tu élaboreras un peu plus après. Sur les deux points qui m'intéressent beaucoup. En ce qui concerne la... alors, bon, je vais pas pouvoir répondre complètement à ta question. Bon, ce que je peux dire de Chomsky, bon, il a un apport tout à fait important à la linguistique, mais qui est un apport qui est un apport d'automate. Ce que je dirais que la comment dire, j'ai envie de dire que tous les langages informatiques fonctionnent grâce à Chomsky, hein, parce que il a donné les bases. Il a donné les bases de ce qu'on appelle les grammaires transformationnelles, c'est-à-dire comment il a formalisé qu'est-ce qu'on fait quand on parle au niveau des transformations. Et maintenant, ce qui est enseigné, que moi j'ai pas connu quand j'étais gamin, ce que connaissent nos enfants, c'est les structures groupe nominal, groupe verbal, c'est-à-dire c'est un jeu de réécriture, hein, c'est-à-dire que si j'écris par exemple, hein, si j'écris un GN, un groupe nominal, hein, eh bien, je peux l'écrire en disant c'est soit un autre groupe nominal. Merde, c'est pas bien de l'avoir écrit là, on va le réécrire là. Un groupe nominal, eh bien, ça peut être ou bien un groupe nominal, ou bien un nom, ou bien un nom plus un groupe adjectival, ou bien etc. Donc on a tout un jeu comme ça. Chomsky a formalisé la syntaxe de cette façon-là pour toutes les structures grammaticales. Et une des conséquences, c'est que dans toutes les sciences exactes, c'est-à-dire lorsque on définit une grammaire, parce que bon, vous le savez ou vous le savez pas, mais disons que tous les compilateurs, là, tout ce qui fait qu'on peut se parler à travers Skype et autres, c'est parce que il y a eu à un moment une écriture qui est une grammaire, ce qu'on appelle une grammaire formelle, qui est justement typiquement ce genre de réécriture-là. Tout est réécrit comme ça. Si j'écris un programme informatique, eh bien, je vais l'écrire suivant une syntaxe, et puis il y a un analyseur de syntaxe qui va vérifier qu'en écrivant mon programme, je ne viole pas les règles de syntaxe qui ont été définies dans la grammaire. Donc, les critiques vis-à-vis de Lacan, eh bien, je pense, moi, c'est que qu'on est beaucoup plus malin, en fait, beaucoup plus intelligent qu'un ordinateur dans la dimension que nous, on désire. Quand on se parle, on est des êtres désirants qui s'adressent à d'autres êtres désirants, et du coup, on peut prendre des très, très, très grandes libertés face à la syntaxe. Hein, là, on a vu qu'on pouvait prendre des grandes libertés face aux substantifs ou aux mots qui sont employés. Hein, je donnais l'exemple de ce texte de Tardieu où il y a la structure syntaxique est respectée. Par contre, là, ce sont les mots qui sont complètement changés. Mais on peut aussi parler vraiment ce qu'on appelle petit nègre, c'est-à-dire violer complètement la syntaxe, mais l'interlocuteur, celui à qui ça s'adresse, va pouvoir néanmoins reconstruire le message parce que il y a du grand autre, il y a un désir de transmission. Et ça, c'est quelque chose qui n'entre pas dans la structure de Chomsky. Est-ce qu'on peut dire que Chomsky, il ne sait pas ce que c'est que le signifiant manquant? Voilà, là, Martine dit, est-ce qu'on peut dire que Chomsky, comment tu as dit, ne sait pas ce que c'est le signifiant manquant? Voilà, c'est ça. Le vecteur qui vectorise le désir. Alors,
Effectivement, c'est tout à fait ça. Alors, il le contourne d'une façon qui est fautive, il me semble, parce qu'il le contourne en termes de signifiant et l'idée. Hein, par exemple, si on prend l'exemple du latin, le latin, il y a du sujet, mais on ne dit jamais je. Hein. Donc il y a du sujet, mais il est silencieux. Enfin, il est voilà. Mais c'est pas du tout la même chose que le trou du signifiant tel que nous on le conçoit dans l'écoute analytique. Hein. Et ça, ça échappe totalement à Chomsky. C'est pas son domaine, on va dire. Hein. Lui, il est dans le domaine de la réécriture d'un jeu très puissant, hein. C'est vraiment puissant, hein, son invention. C'est un jeu de réécriture de la syntaxe pour le formaliser au niveau structural. Hein. C'est le structuralisme appliqué à la linguistique, on va dire. Alors que de l'autre côté, Saussure s'est intéressé aux relations signifiant-signifié. Chomsky, lui, s'est intéressé à la structure diachronique, comment réécrire, compacter. Hein. On prend une longue phrase et on la compacte. Hein. Si on prend, par exemple, comme je le faisais tout à l'heure, hein, le pilote ferme la porte. Eh bien, on va l'écrire au niveau syntaxique. À la Chomsky, on va l'écrire de deux façons totalement différentes. Hein. Dans les deux cas, il y aura d'abord un groupe nominal, mais ensuite, eh bien, il va y avoir un groupe objet qui ne va pas être le même dans les deux cas. Hein. Dans un cas, le groupe objet va porter sur la, et dans l'autre cas, il va porter sur la porte. Mais c'est surtout le statut du verbe qui change d'une phrase à l'autre. Enfin, et non verbe. Ah oui. Dans un cas, effectivement, ferme fait partie du groupe adjectival, donc du groupe nominal, et dans l'autre cas, il fait partie du... Voilà. Mais il y a des cas où, j'ai pu l'indiquer déjà, quand je dis je vois la table de la cuisine, le verbe, le groupe verbal, il n'est pas changé, le groupe sujet n'est pas changé non plus. Par contre, c'est sur quoi porte la table ou le de. Hein. Alors, je vois, ça va être, je vois depuis la cuisine. Hein, le de vient à la place de depuis. Donc c'est un verbe de lieu, ou bien c'est un génitif objectif qui porte sur la table. Hein. Je vois, c'est la table de la cuisine, hein, où je vois la table depuis la cuisine. Hein. Et c'était quoi la deuxième question que tu posais, Paola? J'ai oublié entre-temps. C'était sur la question du temps logique, du temps logique de l'acte de parole, tu vois. Mais je pense il me semble que dans le temps logique, je ne suis pas sûre dans le temps logique, effectivement, ça porte sur la pulsion du regard, mais je pense que dans la parole, le temps logique s'effectue sur le dire. Sur le dire, le dit et l'avènement du sujet. Pas sur la pulsion scopique, pas sur la pulsion du regard. Dans l'affaire des trois prisonniers, effectivement, c'est l'instant de voir chacun, c'est qui repère parmi les autres prisonniers celui qui va sortir le premier. Mais dans ce qu'expliquait Jacques, c'était du côté de la parole. C'est pas du côté de la pulsion scopique, mais il y a de l'avènement du sujet au bout du compte quand même. Il y a de la conclusion. Ce qui se conclut, c'est qu'il y a de l'avènement du sujet. Entre le dire et le dit, il y a de l'avènement du sujet. Oui, c'est vrai. Je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr. Oui, vas-y, oui. Vas-y, oui. Non, mais bien sûr, il y a cette distinction, n'est-ce pas? Je pense que c'est tout à... Je ne sais pas qui parle, mais je pense c'était Martine, que tu connais. Ce qui vient d'être dit. Mais à la fois,
justement, là, je pose la question parce que je pense que les choses sont plus compliquées que ça, je dirais. D'abord parce que le temps logique de l'écrit de Lacan, c'est quand même un temps logique qui permet l'émergence du sujet de l'assertion. Alors bien sûr qu'il est associé à la question du regard, mais c'est-à-dire c'est une métaphore aussi qui met en cause la possibilité de l'émergence du sujet de l'assertion, d'abord. Et deuxièmement, parce que je pense qu'il faut, dans l'acte de parole, quand même, donc il y a quelque chose dont on a absolument... Bon, on verra au cours de ce séminaire, on ira, c'est-à-dire la fonction de la voix, hein, comme, je dirais, comme un objet chou, n'est-ce pas? Donc, je crois que on ne peut pas oublier ce que Lacan justement dit du fait que les objets ont une structure de groupe. Donc, qu'il y a quand même, comment je pourrais dire, des connexions. Qui, je dirais, se manifeste, se montre dans le sujet du désir, pour l'appeler comme ça. Hein. Et donc c'est pour ça que je trouvais intéressant shifting du voir au dire, hein, parce que ça me interrogeait un peu sur au fond, sur ce qui connecte, qui lie, hein, la question, la nature même de la logicité de l'acte, je dirais comme ça, qu'il soit l'acte du dire, je dirais de l'émergence du sujet. Je dirais que ça, hein, parce qu'il s'agit de l'émergence du sujet de l'assertion, de toute façon. Alors, ce qu'on sera amené à développer à un moment, c'est quelles sont les particularités de l'émergence du sujet lorsqu'il y a un passage par le voir, et quelle est l'émergence du sujet quand il y a un passage par le dire. Et on va voir que c'est pas forcément du même ordre, parce que le voir, il a la particularité d'être parmi les 5 sens celui qui est le plus loin de la castration, c'est-à-dire qu'il est plus prompt à l'équivoque. Hein. L'équivoque signifiante, elle est d'autant plus prononcée qu'on a affaire à du voir. Et je crois qu'entre la pulsion scopique et on va dire la parole, il y a quand même ces trois registres. Hein. Il y a les 3 registres, soit pour la pulsion, soit pour la parole, parce qu'il y a dire, être entendu et entendre ce qu'on dit. Et là, il y a voir, être vu et se voir, peut-être, c'est ça. La 3e fonction. Hein? Et se voir. Oui, certes, mais... Les trajets de la pulsion, c'est... être vu... Quoi? Oui, mais c'est vrai, mais il y a une différence de structure entre le voir et le dire. Au niveau de la pulsion n'est pas la même. Et le dire est beaucoup plus ancré dans la... Alors, si on emploie nos terminologies, le dire est beaucoup plus ancré dans la castration, c'est-à-dire dans le rééquilibrage, dans le fait que on va se laisser canaliser par les limites du dire, alors que dans le voir,
cette limite, elle est beaucoup moins accessible. Hein. Je donne souvent cet exemple parce que je le trouve magnifique. Je vous le montrerai une autre fois. Donc de ce texte... Tu m'entends là? Là, oui. Maintenant, oui, mais je ne t'entends plus. Ah, ce texte de Pierre Desproges, ce dictionnaire de Pierre Desproges, où il y a toutes les lettres de l'alphabet, et à chaque lettre de l'alphabet, il y a il y a une petite image qui représente un curé qui rentre dans une pièce commune de paysans, et il y a un titre. Il y a un titre de ce tableau, il y a 26 titres de tableau qui sont complètement différents, alors que c'est la même image qui est chaque fois présentée, mais le titre, je vous l'amènerai, parce que je l'ai ici quelque part. Avec justement, par le voir, c'est-à-dire le fait de voir cette image, eh bien, on a 26 significations, 26 sens différents à cette image qui sont tous pertinents. Bon, c'est fait avec humour, bien sûr, mais il y a 26 possibilités, puisqu'il y a les 26 lettres de l'alphabet, simplement sur une image. Et en fait, les trois registres de la pulsion, c'est voir, être vu et se faire voir. Oui, c'est se faire, j'ai trouvé pas se voir, c'est se faire voir, se faire voir. Mais se faire entendre. Bon, on va peut-être en rester là. Qu'est-ce que vous suggéreriez pour la prochaine fois comme thème? Qu'est-ce qu'on pourrait aborder la prochaine fois? Les formations de l'inconscient, ce serait pas mal. Là, lequel? Tu les as pas marquées? Formation de l'inconscient, lapsus, machin. Ah, sur lapsus et saussure. Ah non, Sophie, le syllogisme. Non. Oui, lapsus et saussure. Lapsus et... Lapsus, enfin les formations de l'inconscient, rêve et... Lapsus, rêve et mot d'esprit, non? Oui, si on peut traiter tout ça en une fois, mais sinon, oui, déjà lapsus et saussure, hein, c'est-à-dire ça nous amène à la structure signifiant-signifié, oui. Hein? Il y aurait aussi explorer la sexuation et les conséquences par rapport à la zone de soumission au signifiant. Hein. Une femme n'est pas entièrement dans la fonction phallique, donc elle n'est pas entièrement dans la zone de la soumission au signifiant, dans le retour. Et à partir de là, on pourrait peut-être explorer le cas d'Ora, et pourquoi Dora est si à l'aise dans ses mensonges. Elle ne ment pas. Elle en a des dizaines de mensonges, mais elle est complètement à l'aise. Donc, conséquence de la sexuation par rapport à cette zone de soumission. Tu l'avais mis dans ton reste je sais pas, faut voir le retrouver là-dedans, peut-être. Oui, sinon on le renotera. Bon, maintenant, comme on est sur la structure syntaxique, là, peut-être que pour la prochaine fois, on peut s'en tenir à lapsus et la structure signifiant sur signifié telle que Saussure l'amène et comment Lacan l'a. Et puis ça vous obligera également à avoir un papier crayon et puis ciseaux, parce qu'on va être amené à la structure de l'anneau de Möbius. Hein, donc c'est valable aussi bien ici que pour nos amis qui sont loin là. D'avoir ce qu'il faut pour plier et déplier du papier. D'accord? Je trouve que quand même pour amener ce que tu as présenté aujourd'hui à la topologie, c'est-à-dire le discours sur le lieu, cette circulation-là entre chaîne signifiante et rétroaction, c'est une découpe de la surface. C'est une découpe de la surface.
trouve qu'il faut l'introduire aussi, cette notion de topologie. Alors bon, oui, c'est sûr. Mais là, faut peut-être pas aller trop vite parce que justement la surface, on va commencer à l'introduire avec la prochaine fois, quand on parle, on va s'apercevoir, hein, on raconte un peu la fin du film, mais c'est pas grave. On va voir que cette structure de signifiant sur signifié nécessite l'introduction d'un anneau de Möbius. Un anneau de Möbius, c'est une surface. Hein. Et donc, on va déjà peut-être rentrer dans la structure de la surface par ce biais-là. Hein, si vous êtes d'accord. Ok. Bon, alors on en reste là, chers amis, là-bas à l'autre bout du monde. Merci de votre présence. Et puis, donc, à très bientôt alors. Merci Jacques, énormément, c'est très intéressant. Écoute, moi je vais t'écrire un petit mot. Hein, d'accord. Et pour le moment, bonne nuit et merci, c'était très intéressant. Oui, parce que pour nous c'est la nuit là. Pour nous c'est la nuit, il est 11h du soir. Oui. Allez, à très bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Ils sont là qui vont. Là, il y en a un qui est